Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enfile notre casque d'architecte, mais d'architecte financier. Le but du jeu, c'est simple. On va décortiquer le monde des ETF pour avoir sous la main toutes les briques nécessaires, vous savez, pour bâtir une stratégie d'investissement qui tienne la route sur le long terme. Allez, c'est parti. Pour commencer, il y a cette phase de John Bogle, un peu le pape de l'investissement passif, qui dit tout. Les ETF ne cherchent pas à battre le marché. Ils sentent le marché. L'idée, elle est géniale de simplicité. Au lieu de passer sa vie à chercher la pépite, la fameuse aiguille dans la botte de foin, eh bien on achète carrément toute la botte de foin. C'est ça l'idée. On ne parie pas sur une entreprise, on parie sur l'économie mondiale dans son ensemble. Ok, mais comment ça marche concrètement, un ETF qui est le marché? Eh bien, c'est tout bête. Il se contente de répliquer un indice. Prenez un indice connu, comme le S&P 500. C'est quoi? C'est juste la liste des 500 plus grosses boîtes américaines. L'ETF qui suit cet indice, il va faire une chose, et une seule. Il va acheter des actions de ces 500 entreprises exactement dans les mêmes proportions. C'est comme suivre une recette de cuisine à la lettre, sans rien changer. C'est vraiment le principe de base. Du coup, la grande question qui se pose, c'est comment on fait pour assembler toutes ces briques, tous ces ETF, pour construire quelque chose de solide, de bien diversifié à l'échelle du monde. C'est là que notre casquette d'architecte entre vraiment en jeu. On va voir ensemble les différentes parties du plan, en commençant par le plus important, les fondations. Et oui, toute bonne maison a besoin de fondations en béton. Pour un portefeuille, ces fondations, c'est le moteur, c'est ce qui va créer de la performance sur le très long terme, les actions. C'est là que se trouve le potentiel de croissance. Bon, alors comment on s'y prend pour acheter le monde entier littéralement en un clic? Eh bien, voici la première brique, l'ETF Monde, qui suit l'indice MSCI ACWI. ACWI, ça veut dire All Country World Index. En gros, ça couvre aussi bien les pays développés que les pays émergents. C'est vraiment la solution tout en un, le mode pilote automatique. Si on prend cet exemple, l'ACWI, on voit que les frais sont minuscules, 0,12%. Le petit hic, par contre, c'est qu'il n'est pas éligible au PEA, cette fameuse enveloppe fiscale si intéressante en France. Et c'est souvent là qu'on a un déclic. On se dit « Waouh, c'est aussi simple que ça d'acheter le monde entier ?» Et oui, avec un seul produit, on se retrouve actionnaire de boîtes partout sur la planète, d'Apple aux US jusqu'à Samsung en Corée du Sud. Tout d'un coup, la finance mondiale, qui a l'air super compliquée, devient super accessible. Maintenant, attention, il y a un petit choix stratégique à faire. D'un côté, on a l'ETF Monde, le fameux ACWI. Il est ultra diversifié, c'est son gros point fort. Mais il a un biais assez marqué sur les États-Unis, qui pèse parfois plus de la moitié de l'indice. De l'autre côté, on a l'ETF Pays développés, le MSCI World. Là, on est sur des entreprises très solides, dans des économies matures. Le revers de la médaille, c'est qu'on passe à côté du dynamisme des pays émergents. C'est un vrai arbitrage à faire, diversification maximale ou focus sur la solidité. Et justement, pour ceux qui préfèrent l'option pays développés, en voici un très connu, le WPEA. Et là, le détail qui change tout, c'est qu'il est éligible au PEA. On remarque aussi un petit mot, réplication synthétique. Ça veut dire quoi? Au lieu d'acheter physiquement toutes les actions, l'émetteur utilise un produit financier dérivé pour copier la performance. C'est une petite astuce technique, mais c'est souvent ce qui lui permet d'être dans un PEA. Maintenant, si on veut zoomer sur le marché américain, il y a un peu deux écoles. L'école poids lourd, le S&P 500. Les 500 plus grosses entreprises, c'est du solide, du fiable. Et puis il y a l'école Challengers, le Russell 2000. Là, on parle de 2000 plus petites entreprises. C'est plus dynamique, le potentiel de croissance est plus grand, mais attention, c'est aussi plus risqué. Et pour ceux qui sont tentés par la force tranquille du S&P 500, voilà un exemple super concret. L'ETF ESC. Regardez-moi ces frais, 0,12%, c'est vraiment bas. Et le bonus, il est aussi éligible PEA. Franchement, pour beaucoup de monde, un ETF comme ça, c'est la pierre angulaire de leur portefeuille. Ok, section 2, les stabilisateurs. On a posé les fondations avec les actions. Maintenant, on monte les murs porteurs, ce qui va apporter de la stabilité à toute la structure. Ces murs, ce sont les obligations et les fonds monétaires. Leur job, c'est d'être là pour amortir le choc quand les marchés actions se mettent à tanguer. Les obligations, pour faire simple, c'est comme prêter de l'argent à une entreprise ou à un État. En échange, on reçoit des intérêts. Le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins volatile que les actions. Cet ETF, par exemple, le RNX, il investit dans des obligations d'entreprises européennes, mais sur du très court terme. Du coup, c'est hyper stable. Et avec des frais à 0,09%, c'est une super option pour calmer le jeu dans un portefeuille. Et si on cherche le niveau de sécurité maximum, on a les fonds monétaires. Faut voir ça comme une sorte de parking à cash, un peu comme un livret A amélioré. Le rendement ne va pas faire sauter au plafond, c'est sûr, mais le capital est ultra sécurisé. Le truc génial avec cet ETF, l'Obli, c'est que c'est le seul et unique de sa catégorie à être éligible au PEA. C'est un outil de niche, mais qui peut être vraiment très pratique. Allez, section 3, les diversifiants. La structure de base est là, fondation, mur. Maintenant, l'architecte va ajouter des éléments de décoration ou des matériaux un peu spéciaux. C'est le rôle de l'immobilier et de l'or.
L'intérêt, ils ne réagissent pas du tout de la même manière que les actions et les obligations. Et c'est justement pour ça qu'on les aime. Comment investir dans l'immobilier sans se prendre la tête à acheter un appart? Grâce aux ETF de REITs. Ce sont des sociétés cotées en bourse dont le métier est de posséder et gérer des biens immobiliers. Ça peut générer des revenus assez réguliers, un peu comme si on touchait des loyers. Petit bémol, c'est assez sensible à la variation des taux d'intérêt. Et pour le PEA, il n'y a qu'une seule option, le PMEH, qui est encore un fonds de taille assez petite, il faut le savoir. Ensuite, on a l'or, le fameux, l'unique, l'actif refuge par excellence. L'or, ça ne rapporte rien, pas de dividendes, pas d'intérêt. Son job, c'est d'être une assurance. Quand tout s'écroule sur les marchés actions, en général, l'or, lui, il brille. Il est complètement décorrélé du reste. Et cet ETC, par exemple, qui est adossé à de l'or physique réel, permet d'en avoir en portefeuille très simplement pour des frais minimes. Bon, on passe maintenant à la section 4. On arrive, disons, à la partie la plus folle de notre construction, la petite folie de l'architecte, le truc qui peut être génial, mais qui est aussi potentiellement le plus fragile. Je parle bien sûr des actifs spéculatifs comme les cryptoactifs. Là, les règles du jeu changent, au risque, mais aussi au potentiel. Le Bitcoin, c'est un peu l'outil de diversification ultime. Ça n'a rien à voir avec le reste. Le potentiel de gain est énorme, mais la volatilité l'est tout autant. La grande nouveauté, c'est qu'on peut maintenant y investir via des produits cotés, comme celui-ci. Mais attention, petite précision technique importante, ce n'est pas un ETF, c'est un ETP pour Exchange Traded Product. La différence est subtile, mais elle existe, notamment au niveau réglementaire. Ici, la réplication est physique. Ça veut dire que derrière le produit, il y a vraiment des bitcoins qui sont détenus. Et c'est ça la vraie révolution. On se dit, ah, le fameux Bitcoin, et là, je vais enfin pouvoir en acheter. C'est cool, non? Cet accès ultra simplifié via un courtier classique, ça change tout. Le Bitcoin, qui était un peu un truc de geek ou de technophile, débarque dans le monde de l'investissement traditionnel. C'est une vraie démocratisation. Ok, section SAC, c'est l'heure de devenir l'architecte de son portefeuille. On a fait le tour des matériaux, on a les actions pour la croissance, les fondations, les obligations pour la stabilité, les murs, l'IMO et l'or pour la diversification, les finitions et les cryptos pour la touche spéculative. Maintenant, le plan de la maison, eh bien, il appartient à chacun de le dessiner. L'idée, c'est d'assembler ces pièces pour que ça corresponde à ses propres objectifs. Alors, si on devait retenir quelques points clés, ce serait quoi? D'abord, un ETF, ça suit un indice. Point. Pas de magie, pas de gestion active. Ensuite, le choix entre monde, pays développés, etc., ça dépend vraiment du profil de chacun. Très important, toujours vérifier si l'ETF est éligible au PEA ou pas. Et bien sûr, on jette un œil aux frais, à la réplication et à la taille du fonds. Et le plus important, chaque brique, chaque classe d'actifs a un rôle bien précis à jouer dans le plan d'ensemble. Et pour finir là-dessus, cette phrase de Charlie Munger est juste parfaite. Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. C'est exactement ça. On a vu les outils, les matériaux. Mais le plan final, l'assemblage, ça c'est une affaire de réflexion personnelle. Il n'y a pas de plan unique qui marche pour tout le monde. Et au fond, il ne faut pas l'oublier. Un ETF, ce n'est qu'un outil, un véhicule. Le plus important, c'est la destination. D'où la question finale, peut-être la plus importante de toutes, quelle est la destination de son portefeuille? C'est en répondant à cette question qu'on pose, en fait, la toute première pierre de sa construction financière.